tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19 diagnostiqué, isolé et traité. L'augmentation du nombre des cas positifs diagnostiqués toutes les 24 heures s'explique, entre autres par l'augmentation des opérations de dépistage. Les laboratoires privés sont désormais autorisés sous condition à pratiquer le diagnostic PCR. Reportage à Casablanca dans ce journal. Avec la crise du Covid, les autres pathologies passent parfois sous l'ombre. Craignant d'attraper le Covid, certaines personnes atteintes de maladies chroniques ratent leurs rendez-vous médicaux de suivi. Les conséquences peuvent être fatales. Nous nous intéresserons aux maladies cardiovasculaires à l'ère du Covid. Malgré une concurrence internationale farouche, nos jeunes étudiants ont arraché de très belles victoires au Salon international de l'innovation d'Istanbul. Ils ont décroché 11 médailles, dont 2 d'or et 2 d'argent. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste Chamazaz, décédé hier à l'âge de 70 ans. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime aux membres de la famille de la défunte et à travers eux à l'ensemble de ses proches, ses fans, ses admirateurs et sa grande famille artistique ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à la perte de l'une des pionnières de la Aïta Jebelia au Maroc, une artiste qui a contribué à travers son interprétation artistique distinguée à la préservation et l'enrichissement de cet héritage musical marocain authentique. Sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, a effectué aujourd'hui une visite à Bamako. Durant cette visite, M. Bourita a été reçu en audience par le président de transition de la République du Mali, son Excellence M. Bandao. M. Bourita s'est également entretenu avec le vice-président de transition, le colonel Assimi Goïta, ainsi qu'avec le Premier ministre de transition, M. Mokhtar Ouane. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a eu par ailleurs des entretiens avec des dignitaires maliens, notamment M. Bouyi Aïdara et l'imam Mahmoud Diko. L'ensemble des interlocuteurs maliens et à leur tête le président de transition de la République du Mali, son Excellence M. Banda, ont tenu à exprimer leur sincère remerciement à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste pour la sollicitude permanente dont Sa Majesté le roi a toujours entouré la République du Mali et son peuple. La famille royale et le peuple marocain célèbrent ce mardi l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, une occasion de souligner l'affection singulière et l'engagement sans faille de son Altesse royale vis-à-vis des populations les plus démunies. Avec la célébration de l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, le peuple marocain rend hommage à une princesse engagée qui, par sa bonté et son humanisme, a marqué à jamais l'action sociale au profit des enfants malentendants. Mohamed Aïtchkar. Princesse au grand cœur, son Altesse royale la princesse Lalla Asma s'est engagée dès son jeune âge dans les actions sociales et de bienfaisance, accordant une importance particulière à l'amélioration de la situation des enfants à besoins spécifiques, essentiellement les enfants sourds-muets. En sa qualité de présidente de la Fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, généreuse de son temps et de sa personne, apporte un soutien inestimable à cette fondation, une institution pionnière en matière de prise en charge des enfants sourds-muets. Depuis sa création, cette fondation propose un enseignement spécialisé basé sur les programmes des cycles primaires et secondaires de l'éducation nationale. Les enfants sourds-muets ont droit à un accompagnement technique grâce notamment à des prothèses auditives numériques, à des implants cochléaires ainsi qu'à des systèmes électroniques de transmission qui favorisent leur adaptation et leur sortie de l'isolement. Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, préside chaque année la cérémonie de fin d'année scolaire de la Fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds. Les activités culturelles et sportives se trouvent également au cœur des préoccupations de son Altesse royale, qui est également présidente d'honneur de la Société protectrice des animaux et de la nature.
L'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 91 ans. Avec sa disparition, la nation arabe a perdu l'un de ses sages dirigeants qui, tout au long de l'exercice de ses fonctions, a fait sienne les préoccupations du monde arabe et défendu ses causes avec sagesse et modération. Depuis son accession au pouvoir en 2006, Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah a dirigé son pays selon des principes solides basés sur la défense des causes arabes, en particulier la question palestinienne. Pendant plus de 50 ans, le défunt a occupé des postes politiques de premier plan, en particulier le portefeuille des affaires étrangères qu'il a occupé pendant près de 40 ans. Il a également occupé la fonction de Premier ministre. Et conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi relative à la succession, c'est son Altesse Cheikh Nawaf Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah qui devient l'émir de l'État du Koweït. C'est ce qu'annonce le Conseil koweïtien des ministres. À présent, ce communiqué du procureur général du roi après la cour d'appel de l'Ayoun, que je cite, suite aux informations véhiculées sur la tenue du soi-disant congrès constitutif de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire à ce sujet. Cette enquête judiciaire qui intervient eu égard à ce que cet acte représente en matière d'atteinte à l'intégrité territoriale du royaume et comporte des incitations claires à commettre des actes contraires au code pénal, permettra de prendre les mesures juridiques adéquates, et cela pour préserver l'ordre public, et donnera lieu à la sanction juridique pour atteinte à l'intégrité territoriale du royaume, avec effet de dissuasion à la fois publique et privée, garantissant la préservation des constantes nationales. À présent, le bilan journalier du Covid-19 sur le territoire national pendant les dernières 24 heures. Le ministère de tutelle annonce 2076 nouveaux cas d'infection et 2785 guérisons, soit un taux de guérison de 82,7%. Le nombre de décès depuis hier, 18 heures, est de 39 nouveaux cas, soit un taux de létalité d'1,8%. Le nombre des cas actifs s'élève pour sa part à 18 778. Celui des cas sévères et critiques se chiffre à 440 patients, dont 49 personnes intubées. Nous vous l'avions annoncé il y a quelques semaines déjà, les laboratoires privés participent désormais activement à l'élargissement du réseau national de dépistage du Covid-19. Les tests sont réalisés selon un cahier des charges bien précis. Exemple tout de suite dans la ville de Casablanca avec Leila Asli, Mustafa Wedda sur un commentaire de Missel El-Hamdaoui. 10 000 tests Covid-19 par jour, c'est l'objectif fixé par la région Casablanca-Stat pour contenir l'épidémie. Pour y parvenir, le ministère de la Santé a élargi le réseau de diagnostic par le recours au service des laboratoires privés d'analyse de biologie médicale. Mais seuls les laboratoires qui répondent aux exigences du cahier de charges peuvent intégrer ce réseau. Ce laboratoire à Casablanca vient de le rejoindre. L'aménagement des lieux a été repensé pour une optimisation des prestations. Nous avons mis en place un circuit pour la prise en charge des patients désirant réaliser ce dépistage entièrement séparé du reste du laboratoire polyvalent. Et cela dans le respect strict des mesures de protection, d'hygiène et de sécurité à la fois des patients et de notre personnel. Qui dit plus de tests Covid-19 dit identification de cas supplémentaires et par conséquent une isolation des personnes infectées et une prise en charge express. Cela a deux effets importants. C'est premièrement contenir l'épidémie, deux, connaître les patients positifs et éviter la contamination, et aussi éviter qu'ils aient des effets néfastes ou là une complication de leur état pathologique. Voilà, donc en globalité, nous arriverons à un chiffre très important, mais c'est toujours pour réduire le délai du rendez-vous aussi, réduire le délai de la remise du résultat qui sera inférieur, qui est stipulé d'ailleurs dans le cahier de charges à ne pas dépasser les 24 heures. Les laboratoires privés autorisés à effectuer les tests PCR et sérologiques sont tenus d'informer dans les meilleurs délais le ministère de tutelle des cas positifs dépistés.
Et face justement à la situation de plus en plus alarmante dans les services de réanimation et de soins intensifs, Agadir renforce son offre sanitaire avec l'ouverture d'une nouvelle unité pour une meilleure prise en charge des patients Covid se trouvant dans un état sévère ou bien critique. Les précisions avec professeur Hicham Nasser, anesthésiste, réanimateur et professeur à la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir. Écoutons-le. C'est une unité de réanimation pour la prise en charge des cas graves et critiques qui ont besoin d'une réanimation au sein de cet hôpital régional Hassan II. Il va s'occuper de tout ce qui est cas critiques, cas graves. On a remarqué ces dernières semaines une recrudescence avec une augmentation très significative des malades graves qui nécessitent une prise en charge assez très avancée et critique. Cette unité a vu le jour avec une capacité litière de 25 lits qui sont équipés de moyens techniques de haute performance, avec des moyens de ventilation assistée, des moyens de monitorage des constantes vitales, mais aussi d'échographie de gaz du sang, mais aussi sous la tutelle de médecins anesthésistes réanimateurs et d'une équipe paramédicale très compétente et d'une équipe administrative de soutien. Page santé toujours, les cardiologues se demandaient depuis plusieurs mois déjà où sont passés leurs patients habituels. La psychose du Covid-19 d'un côté, la forte pression des patients Covid sur les hôpitaux de l'autre et les autres pathologies qui pâtissent de cette situation. Savez-vous pourtant que les maladies cardiaques et les AVC représentent les causes principales de décès prématurés au XXIe siècle? Nous l'évoquons aujourd'hui puisque ce mardi 29 septembre coïncide avec la Journée mondiale du cœur. Reportage à suivre à Rabat avec Mohamed Touanina et Zakaria Mokhenbillah. Cela fait 3 ans que Saadia se fait suivre pour une affection cardiovasculaire chronique. Aujourd'hui, elle vient chez son médecin pour un contrôle. Âgée de 70 ans, cette patiente doit s'assurer tous les 3 mois de son état de santé. Dans le contexte lié au Covid-19, elle tient à se présenter régulièrement afin de se prémunir contre tout risque de complications. Au début de la maladie, j'avais beaucoup de difficultés à me tenir debout et je souffrais de maux au niveau des genoux. Après consultation, le médecin m'a dit que j'avais une affection vasculaire. C'est ainsi que j'ai commencé le traitement. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Suivre le traitement préconisé et consulter le médecin en cas de complications, des actions indispensables pour les malades. À cause de la pandémie, la prise en charge de ce type d'affection est devenue moins aisée que par le passé. Beaucoup de patients hésitent à se déplacer de peur d'être infectés par le coronavirus. Ils sont plus vulnérables, comme les diabétiques, les obèses et les maladies cardiaques aussi. Donc, c'est des malades, on sait toute infection va les décompenser. Donc, ils vont avoir une décompensation cardiaque. Et on s'est rendu compte aussi par le Covid qu'il y a une atteinte myocardique. En plus de leur maladie, ils vont avoir des conséquences, on va dire, beaucoup plus sévères. Hypertension artérielle, atteinte coronaire, insuffisance cardiaque, des affections qui nécessitent une prise en charge adéquate. Les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux se seraient accrus avec l'apparition de la pandémie du coronavirus, en raison du suivi irrégulier des patients. Vous le savez, la crise du Covid a infligé des pertes colossales à plusieurs secteurs. Celui de l'événementiel en fait partie, un secteur qui meurt à petit feu puisque les grandes manifestations se tiennent actuellement sur les plateaux virtuels, alors que d'autres ont été carrément annulées ou bien reportées. L'état des lieux tout de suite avec Sarah Katir. Des salles de fête désertes, des tables vides et tout un secteur à l'arrêt à cause de la Covid-19. Parmi les secteurs durement touchés par la crise sanitaire due à la Covid-19, celui des traiteurs et des professionnels de l'événementiel. La pandémie a causé l'arrêt brutal des activités après l'annulation des cérémonies, des fêtes de mariage et des séminaires pour préserver la sécurité et la santé des clients. Cela fera bientôt 8 mois qu'on est à l'arrêt total. On a des crédits et des traites à payer. Et pour la plupart d'entre nous, cette activité est notre seul gagne-pain. Avec cette pandémie de la Covid-19, ce sont non seulement les fêtes qui ont été annulées, mais aussi tous les événements et réunions d'entreprises
que nous assurions. En attendant de sortir la tête de l'eau, certains traiteurs ont dû changer tous leurs plans. D'autres envisagent même de jeter l'éponge, faute d'issue immédiate à cette crise. En attendant la fin de cette crise, on ne croise pas les bras. On a une fédération affiliée à la CGM et on est à la recherche de solutions pour sortir de ce tunnel dans les brefs délais. En dépit de cette difficile conjoncture, les professionnels du secteur gardent espoir en une prochaine reprise et une relance de leur activité. Belle moisson de médailles du Maroc à Istanbul. Nos jeunes se sont brillamment distingués au Salon international de l'innovation, de l'invention, pardon. Ils ont décroché, tenez-vous bien, 11 médailles, 2 médailles d'or, 4 d'argent et 5 de bronze. Les jeunes primés représentent plusieurs établissements, notamment l'École marocaine des sciences de l'ingénieur, un établissement supérieur privé, l'École Mohammedia des ingénieurs, l'Université Mohammed V de Rabat et la Faculté des sciences techniques de Stade. Les inventions primées touchent à plusieurs domaines, notamment la gestion hospitalière et les énergies renouvelables. La cérémonie de remise des prix qui a eu lieu en ligne hier soir à Istanbul et qui a abrité le Salon international de l'invention 2020. Félicitations à nos jeunes. Et pour parler de ce bel exploit scientifique justement au plan international, nous sommes en direct avec le directeur du laboratoire Smart iLab, l'un des 2 laboratoires de recherche, de développement et d'innovation ayant représenté le royaume. Alors monsieur Brahim Bheri, bonsoir. Quelles sont précisément les inventions sorties de votre laboratoire et qui vous ont valu cette prestigieuse distinction hier à Istanbul? Donc merci Nessé. Donc l'école marocaine des sciences de l'ingénieur a participé à ce grand salon d'innovation qui fait partie certainement des grands salons d'innovation à l'échelle internationale. Donc l'IMSI a participé avec 4 projets, dont 2 projets qui ont remporté 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Les 2 médailles d'or étaient remportées par 2 projets innovants. L'un des projets, il traite, je dirais, l'aspect production d'énergie positive dans les maisons, à travers un système de canalisation des eaux usées à déchaînement solide et bien sûr la canalisation de tout ce qui est vent en autrui pour la production d'énergie. Okay. Et le deuxième projet, c'est aussi il est utilisé pour normalement il traite, il fait, je dirais, un système de distribution d'énergie. C'est pas un système de distribution d'énergie, mais c'est un système de distribution de ce qui est produit hygiène, mais d'une manière aussi assez intelligente et assez smart, en prenant en considération pas mal de critères. Les 2 projets qui étaient primés avec des médailles d'argent, ces 2 projets, l'un, il concerne tout ce qui est production d'énergie solaire, d'énergie électrique le long des autoroutes. Et là, donc, c'est un système complet, un écosystème de tout ce qui est contrôle en temps réel des patients et ainsi de suite. Donc l'IMSI ne cesse pas l'IMSI, donc l'école marocaine des sciences d'ingénieur, ne cesse pas de relever et remonter et rehausser certainement le drapeau national à l'échelle internationale. Et c'est un objectif permanent aussi de notre école. Tout comme d'autres établissements qui ont honoré le royaume pendant cette compétition, monsieur El Bheri, comment peut-on qualifier l'état des lieux de la relation laboratoire de recherche, entreprise de matérialisation et de fabrication du produit de la recherche, monsieur El Bheri? Voilà, exactement. Donc, parmi les objectifs du laboratoire, du laboratoire Smart iLab et El Bheri, bien sûr, de l'école marocaine des sciences de l'ingénieur MC, c'est cette première partie, c'est tout ce qui est encouragement, tout ce qui est recherche, développement au sein du laboratoire, surtout l'aspect recherche. Mais maintenant, la question qui se pose, comment on peut aller de ces idées vers un aspect réel, pour l'implémentation réelle dans le terrain. Ça, donc, c'est un message qu'on transmet comme ça en pair et en direct à toutes les personnes, à toutes les entités prenantes et qui sont concernées par ce volet, certainement le ministère de l'Industrie et bien sûr d'autres entités, bien sûr le secteur privé d'une manière globale, l'industrie d'une manière globale, qui peut nous accompagner dans ces installations et cette mise en place de ces produits. Et d'ailleurs, par exemple, je vais prendre l'exemple du projet
de système d'installation, le système de production d'énergie le long des autoroutes. Là, je m'adresse à l'ADM, Autoroute du Maroc. Pourquoi pas, nous, on travaille ensemble sur la mise en place de ce prototype. Pour qu'il y ait un suivi, une belle collaboration et pour concrétiser et aller de loin avec ces projets. Monsieur Bheri, une chose est certaine aujourd'hui, la crise du Covid a levé le voile sur une autre crise presque structurelle, disons-le, dont on ne parlait que rarement, celle de la recherche-développement. Quel est votre commentaire sur ce point, monsieur Bheri? Par rapport à tout ce qui est recherche, on peut pas, les pays ne se développent pas avec du n'importe quoi. Normalement, pour développer nos pays, il faut certainement viser les choses qui vont aller ou là qui vont rehausser certainement notre pays. Parmi ces points, c'est certainement l'aspect recherche, développement, innovation. Et là, donc, certainement, ça va impacter automatiquement le secteur économique de manière directe. Et bien sûr, je parle de secteur économique, je parle d'ensemble des volets contre dedans. Je parle du PIB, je parle aussi de taux de chômage et ainsi de suite. Et bien sûr, se donner espoir à ces jeunes Marocains aussi, à travers la recherche, développement et innovation, comme quoi il faut regarder espoir, il faut certainement avoir plus de volonté d'aller en avant, pas d'une manière personnelle, mais d'une manière collaborative, à travers certainement des synergies entre les laboratoires de recherche, les écoles bien sûr, et aussi tout ce qui est industrie et ainsi de suite. Pour que cela puisse profiter à tout le monde. Monsieur El Bheri, merci beaucoup de cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire Smart Eye Lab. C'était le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.